Donc on arrive maintenant à une autre période, 1984, à savoir le début d'un travail important qui va devenir par la suite un ouvrage, à savoir livre de sacré et sacrifice. Donc peux-tu nous parler de l'engagement de cette recherche-là qui va devenir dans le même moment une problématique de la thèse et va devenir par la suite un ouvrage? Alors, j'ai parlé tout à l'heure de l'accès au terrain, l'accès difficile au terrain de Sidi Fers, de la tribu de Sidi Fers. Donc, je suis retourné chez les Aït Mizan. C'est-à-dire dans le même séjour, hein, donc j'ai passé trois semaines dans la vallée de Sidi Fers. Je suis retourné au souk d'Asni le samedi, et du souk d'Asni le samedi, donc je suis remonté chez les Aït Mizan, où je suis resté 2-3 jours, juste pour un peu limiter ou atténuer l'échec, entre guillemets, de mon séjour dans la vallée de Sidi Fers. Alors, ça va durer, le terrain va durer 2 ans à peu près, donc c'est 84 et 85, 2 ans. Et j'ai commencé, bien sûr, comme dans toute recherche exploratoire, j'ai commencé par identifier le calendrier rituel. Comme je veux travailler sur le rituel, même si je travaille sur un rituel déterminé, il faudra que j'ai une idée sur le calendrier rituel, c'est-à-dire ce que font les paysans des Aït Mizan et les paysannes des Aït Mizan pendant une année. Il y a des rituels qui sont fixes. Le ma'rouf, on sait que le ma'rouf, tel ma'rouf de la mosquée ou tel ma'rouf de tel saint est célébré tel jour. Les jours, quand on parle de jours, on va te dire le 7e jour après la fête du Mouloud, l'anniversaire du prophète. On va te dire le jeudi qui suit le 20 août Filahi, etc. Donc, il y a des dates de ce sort. Mais il y a également des ma'rouf ou des rituels qui sont célébrés à des époques. On ne va pas te dire telle date, on va te dire lorsque l'orge jaunit. Lorsque l'orge jaunit, tu as 15 jours, 20 jours, etc. Donc c'est à peu près août pour certaines régions qui sont en bas. Mais encore davantage pour les autres qui sont en haut, parce que c'est pas la même altitude. Vous avez par exemple, lorsque les noyaux fleurissent, on va faire un ma'rouf, etc. Donc vous avez pas des dates, mais des époques. Telle époque de l'année, on va faire un ma'rouf. Donc j'ai identifié les ma'rouf fixes, mais également les ma'rouf occasionnels, que les gens font comme ça lorsqu'il y a une maladie, un événement, des inondations, une catastrophe, ou juste lorsqu'une personne pieuse veut tout simplement partager la nourriture avec ses voisins. Donc j'ai fait ça, j'ai essayé un peu d'avoir une idée, d'avoir un petit récit, un petit scénario sur la majorité des sacrifices, y compris le Moussam de Sidi Chamarouche. Et puis vient la grande question, c'est comment observer directement des rituels. Je ne peux pas être sur place toute l'année, j'ai mes fonctions, donc j'enseigne. Et donc il fallait suivre ce calendrier et être au rendez-vous. Au rendez-vous quand c'est précis, mais quand on te dit, quand les noyaux fleurissent, il faudra tout simplement demander à quelqu'un, un ami ou un informateur, d'envoyer un télégramme ou de téléphoner pour me dire, bon, telle semaine. Tu dois venir à telle semaine. Yenneir, nous venons de fêter Yenneir, l'année Amazigh, donc le 12 janvier grégorien, mais le premier Filahi. Pas uniquement les Berbères, mais au Maroc, les paysans fêtaient un peu ce qu'on appelait Naïr. Il y a un Marouf. Donc je suis retourné avec mon épouse pour l'observer. Il neigeait, il y avait beaucoup de neige. Bon,
j'ai attendu le premier jour, on était la veille, le janvier 12, il n'y avait pas de Marouf, janvier 13, pas de Marouf, 14, pas de Marouf, 15, pas de Marouf. Et je commençais un peu à m'inquiéter, à paniquer, bien sûr. Vous savez, c'est très difficile. Enfin, le terrain est difficile psychologiquement pour ces raisons-là. Alors, maintenant, vous êtes anthropologue, citadin, vous êtes un peu habitué au calendrier fixe. Une fête doit être célébrée, que ça neige, que ça vente, que ça tourbillonne. Ça, c'est mon préjugé, moi. Donc, j'étais allé avec ce préjugé-là. Alors que je vais découvrir de l'indétermination temporelle des rituels. Ce qui est très important pour moi. Très important. Et riche pour... Ouais, très riche. Parce que l'indétermination veut dire que ce n'est pas un ordre de X ou de Y qui te dit tu vas célébrer cette date-là. Ça dépend de la communauté. Est-ce que la communauté est prête à célébrer ou pas? Elle n'est pas prête à célébrer parce que on me dit, le Muqaddam, il garde ses troupeaux, etc. Parce qu'il fait très froid, donc on ne peut pas mobiliser les femmes à travailler sous le froid, etc. Bref, je n'ai pas réussi à observer ce rituel. Mais l'exercice était intéressant, c'est-à-dire, je n'ai pas observé, j'ai essayé un peu d'expliquer pourquoi je ne l'ai pas observé. Donc je retourne au mois de mars. Je ne vais pas le répéter plusieurs fois, mais mes séjours étaient relativement assez fréquents. Donc, entre les séjours, c'est un mois et demi, 2 mois, selon les saisons. Donc, c'était assez fréquent. Et minimum, c'est une semaine. Donc, je suis retourné. Déjà pour le Ma'rouf d'Inner, j'ai pu avoir des scénarios avec plusieurs informateurs, et mon épouse m'a aidé, elle était avec moi, m'a aidé à avoir un scénario du Ma'rouf de la part d'une femme qui est, on va dire, une officiante ou spécialiste du rituel. Et je vais parler de ce rituel qui s'appelle l'Isgar par la suite, qui est un sacrifice au genou. Donc j'ai pu avoir quand même, j'ai pas observé de façon directe le rituel, mais je l'ai observé autrement, donc à travers les récits des gens. Bon, peut-être une anecdote, mais bon, il faudra parler également des anecdotes aussi sur le terrain, parce qu'il y en a beaucoup. Je vais pas exagérer. Mais en retournant pour Asni, il n'y avait pas de taxi officiel autorisé, donc il n'y avait que ce qu'on appelle l'khtafa, donc le transport clandestin, informel, clandestin. Et donc voilà, j'étais avec mon épouse au devant, et puis à un moment il neigeait, comme je disais tout à l'heure, il commençait à neiger. Et j'ai dit à la personne, écoute, fais marcher les essuie-glaces. Ben, il ne m'a rien dit, puis il a sorti sa main, il a commencé à essuyer avec sa main, et c'est devenu encore plus qu'auparavant. Mon épouse commençait à paniquer, moi aussi, bon, j'ai essayé un peu de le cacher, mais moi je paniquais parce que il y avait un ravin, il y avait l'oued, il y avait le ravin, mais un ravin, vraiment ravin. Et donc on est arrivé, moi peut-être j'étais blême, mon épouse était très inquiète. Ça, bon, c'est peut-être anecdotique, mais les dangers du terrain sont énormes, il n'y a pas que ça, il y a d'autres qui se sont... Justement, on parlait des pauses, est-ce que c'était dans le concept, enfin, dans l'orientation de besoin qu'une femme fait le terrain sur les femmes, parce que tu n'as pas accès peut-être à l'espace des femmes, vu la manière de réfléchir et le rituel. D'ailleurs, la tradition veut qu'une femme va enquêter sur les femmes et un homme sur les hommes, ou bien aussi parce que c'est un besoin méthodologique qui fait que ça peut apporter des choses importantes en tant que chercheuse à côté de... Oui, moi vous savez, il y a des sociétés qui sont trop fermées pour les hommes. Enfin, quand on parle des femmes, des sociétés très fermées. Et il y a des sociétés qui sont semi-ouvertes, on va dire. Donc je peux rencontrer des femmes, je peux leur parler. Mais il est très difficile de leur parler pendant 3/4 d'heure.
Vous pouvez échanger pendant 5 minutes, 10 minutes. Des fois, quand on nous invitait, quand on est peu nombreux, donc les épouses, parfois, pas toujours, parfois mangent avec nous. Donc ça dépend des familles. Mais avoir un entretien systématique avec une femme, c'était pas possible. En tout cas, de mon point de vue. J'ai pas risqué ça, il fallait pas le risquer. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à mon épouse de le faire à ma place, bien sûr, avec un protocole, donc il sait de quoi je parle, donc il avait des questions à poser, mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Parce que le préjugé, encore une fois, c'est une femme parle femme, ça va être facile. Bien sûr. Ça va être facile. Mais il faudra se rendre compte que lorsque mon épouse Rachida a posé la question à la première femme, déjà, il y avait des résistances à parler d'eux. Donc c'est pas parce qu'il est une femme, et comme je dis souvent à mes étudiants, tu peux te définir en tant que. Mais comment les gens te définissent? Comment les gens t'identifient? Tu peux pas... On n'a pas vu, on a certainement vu en Rachida une femme, bien sûr. Ils ne sont pas myopes, mais ils voient également une citadine, avec un jean, avec un blue jean, etc. Une femme instruite, avec un cahier, avec un stylo, etc. Et donc il n'y a pas uniquement la dimension sexe, lorsqu'on parle aux femmes, qui est importante. Donc il a fallu qu'elle soit patiente pour arriver à avoir un entretien systématique lent. Mais au début, il y avait des résistances. Non, je veux parler de ça, on ne peut pas parler de ça, etc. etc. Donc oui, sur le plan méthodologique, il est difficile pour un anthropologue, lorsqu'il va généraliser par la suite, il va dire les représentations des genoux, il faudra qu'il sache est-ce que les hommes et les femmes partagent les mêmes représentations. Je ne peux pas parler aux hommes uniquement et vers la fin dire le village X ou le village Y, voilà les représentations que j'ai observées. Donc un minimum d'honnêteté intellectuelle me poussait à voir un peu la vie des femmes. On ne l'a pas fait de façon systématique, c'était un peu difficile. Mais bon, il y avait quelques entretiens de ce genre. Donc, au moins qui est atténué. Et il n'y a pas seulement une question d'atténuation, de généralisation, il y a également le fait que c'était parce que ce sacrifice dont je vais parler tout à l'heure, le sacrifice du sgar, était un sacrifice qui était une spécialité féminine. Ah. C'est-à-dire le maximum d'informations, vous ne pouvez l'avoir qu'auprès des femmes. Parce que c'est les femmes qui préparent, par exemple, les repas, s'engagent dans la préparation du repas, avec son caractère, bien évidemment, rituel, etc. Ou bien le rapport la terre, la femme, etc. Oui, je vais en parler, mais je continue le fil de l'angoisse, je vais en parler. C'est dans le cours, juste pour ne pas perdre le fil. Donc, pour la question de la femme, de l'implication de mon épouse ou d'une autre assistante, c'est important pour au moins avoir des fois les avis des femmes, mais des fois la compétence est une compétence féminine. Donc les hommes, lorsque je leur dis les sguars, ils disent « Ah, ça c'est l'affaire des femmes ». Mais la majorité des hommes ne voulaient pas décrire ce sacrifice des mollets. Donc j'étais à la limite obligé de recourir à mon épouse pour avoir des informations beaucoup plus précises. Alors maintenant, par rapport à l'angoisse dont j'ai parlé tout à l'heure, donc l'angoisse de ne pas observer un terrain, l'angoisse de ne pas être accepté par les gens, etc. C'est un type d'angoisse qui est très central sur le plan terrain. Il y a un autre type d'angoisse, pour répondre à ta question, il y a un autre type d'angoisse, c'est ce que j'appelle, ou ce que j'ai appelé dans mon livre, pour la première fois j'utilise ce mot, l'angoisse cognitive. Alors l'angoisse cognitive, c'est combien même ces gens-là t'acceptent, combien même ton épouse parle à toutes les femmes, combien même tu as des entretiens, combien même tu as observé la majorité des rituels que tu planifiais, que tu avais planifié à observer.
est-ce que tu aurais la chance de les interpréter, de les expliquer, s'il s'agit d'explication, et de mener cette interprétation à terme? Est-ce que le projet fini sera à la hauteur de tes attentes? Et ça, rien n'est gagné d'avance, même si tu as l'expérience du monde. Moi, je parle de ma première expérience de terrain, parce que l'autre expérience chez les Amouls, j'en ai parlé, c'était un terrain d'appoint, j'appelle même pas ça un terrain. C'est un échauffement, un exercice de réchauffement. Et donc ça, cette angoisse cognitive, quand est-ce que je sens que je la dépasse un peu, je la dépasse partiellement? Parce que le début du terrain, les 4-5 premiers séjours, c'est le vertige. Tu as plusieurs informations, tu n'arrives pas encore à les organiser, ils sont dans ton carnet, même si à la fin de chaque séjour de terrain, j'essaie d'organiser un peu mes notes de carnet, etc., etc. Mais toujours est-il qu'il y a cette angoisse de comment je vais interpréter tout ça? Est-ce que je vais réussir à l'interpréter? Est-ce que je peux être d'abord, moi, convaincu de l'interprétation que je présente? Parce que c'est la première personne à être convaincue, c'est moi-même, avant de penser aux lecteurs, aux collègues, aux étudiants et autres. Donc cette angoisse cognitive commence un peu à s'apaiser, à s'atténuer, une fois que j'ai ce que j'appelle un schéma interprétatif. Pas l'interprétation, juste un schéma interprétatif. Ce schéma interprétatif a commencé au moment où j'ai commencé à centrer sur le ma'rouf. À ne pas dire je vais travailler sur tous les sacrifices, mais je vais travailler sur le ma'rouf, sachant qu'en travaillant sur le ma'rouf, je peux bien sûr le comparer à d'autres, si nécessaire. Mais concentration sur le ma'rouf. Alors sur le ma'rouf, il y a ce sacrifice. Et là, je réponds à ta question. Le sacrifice qu'on appelle en berbère yusgar. Et qui est un sacrifice au genoun. Donc le ma'rouf sur lequel j'ai travaillé, il y a plusieurs phases. Le ma'rouf le plus complet comprend 8 phases. La première, c'est la collecte des ingrédients, hein, l'achat des sacrifices, donc toute la phase préparatoire du ma'rouf. C'est un muqaddam qui fait le tour des foyers. Chaque foyer va donner le quart, 4 kilos, le quart de abra, 4-5 kilos d'orge qu'on va moudre, etc., etc. Et c'est le muqaddam qui est chargé de collecter l'argent et d'acheter une ou deux victimes, ça dépend des marques. Donc phase préparatoire. La deuxième phase, c'est la phase du sgar. Je vais la décrire davantage. La troisième phase, le sacrifice lui-même, l'égorgement. Puis la consommation du couscous mi-cuit ou mi-cru, les deux. Et puis le ma'rouf lui-même, donc la consommation du couscous par la collectivité, puis les enchères, puis la prière, la fatiha. Donc ça, tous les ma'rouf ne comportent pas ces 8 phases. Mais le ma'rouf le plus complet, que j'ai observé également, comprend ces 8 phases. Il peut comprendre uniquement la phase de la consommation collective. Bien sûr. Moi, je vais rassembler tout le monde et je vais offrir 3-4 plats de couscous. On va manger et puis et c'est fini. On va appeler ça ma'rouf. Mais bon, il y a le ma'rouf complet, c'est le ma'rouf à 8 phases. Alors, lorsque les femmes qui cuisinent préparent le couscous, le premier acte, c'est de chauffer l'eau, d'accord, de mettre un peu quelques ingrédients, mais de ne pas mettre le sel. Avec la sauce qui n'est pas salée, on la mélange avec de la farine. 2 ou 3 poignées de farine, pas beaucoup, 2-3 poignées, on va dire un quart de kilo, quelque chose comme ça. On malaxe la farine pour obtenir une pâte un peu gluante, et puis la femme, normalement, c'est elle qui doit sacrifier des bouts de cette farine au genoux. Ça peut être uniquement à côté du sanctuaire, mais des fois il fait le tour du village pour sacrifier. Alors,
le sacrifice doit être fade, pas salé. 2, la femme le sacrifie avec la main gauche. 3, il ne doit pas parler, il doit observer un tabou de parole. Bon, maintenant, tu as ça. C'est un bout d'interprétation. C'est un bout de description, c'est même pas d'interprétation. Je n'avais aucune idée à l'époque comment interpréter tout ça. Voilà, c'est des gestes symboliques, c'est des gestes rituels. Quel est le sens? Bien sûr, tu demandes toujours aux gens, mais pourquoi ils ne parlent pas? C'est parce que il s'adresse aux genoux. Il ne doit pas parler. Il y a un danger, etc. En présence des genoux, il ne faut pas parler. Pourquoi c'est la gauche? Parce que c'est les genoux. Pourquoi c'est pas salé? Parce que c'est le sel qui sépare les genoux des humains. Chaque fois qu'on veut nous séparer des humains, chaque fois qu'on veut nous séparer des genoux, on utilise le sel pour les faire fuir. Mais quand on veut communier avec eux, on le met pas. Je pousse le vocabulaire. Mais quand on veut qu'ils soient là, d'accord, on s'interdit de saler la nourriture. Donc c'est un rapport. Donc les gens veulent que les genoux soient là. Donc ils vont manger les sucres. Maintenant, si je la compare avec l'égorgement. L'égorgement se fait avec la main droite. Celui qui égorge doit prononcer le takbir, Allahu Akbar, doit la basmala, l'orientation. Donc il y a ces deux-là. Donc la droite, c'est du côté de l'homme. La parole, c'est du côté de l'homme. La gauche et la fadeur et le silence, c'est du côté de la femme. Bon, voilà un peu, quand je dis le schéma interprétatif, les choses commencent à se coller. Maintenant, je le dis en 5 minutes, 10 minutes. Mais c'est plus long que ça. C'est plus long que ça. Ça a pris 9 mois, 8 mois, etc. Et pour dire les choses de façon très franche, j'ai décrit bien sûr l'égorgement, mais je ne croyais pas qu'il était intéressant dans le schéma interprétatif. Si, bien sûr. Je ne croyais pas. Je dis, depuis que j'étais môme, j'observais à la limite. Bon, je disais, bon, voilà ce qu'il faisait, mais bon. Mais c'est le sacrifice du Sgar qui m'a poussé à coller, à matcher, comme on dit en anglais, à lier les deux. Bref, donc il y a on va dire deux cases. Une case où il y a la fadeur, le silence et la gauche, et une autre case où il y a la droite, la parole, et la nourriture salée. La nourriture qui est salée, qui est mangée par les humains. Donc ce qui est salé, c'est en rapport avec les humains, ce qui est fade, la fadeur, c'est en rapport avec les genoux, etc. Donc, comme j'étais imprégné par l'approche structurale, donc les deux colonnes, ils sont là, ils sont opposés, ils sont relativement clairs, etc. Ce qui a rendu encore plus clair le schéma est beaucoup plus complexe, donc je ne vais pas parler des si, mais bon, ça suffit, donc ces trois symboles suffisent. Mais ce qui m'a réconforté dans mon interprétation, c'est que la task sutem zwarut, la première cuisson du couscous, il est entre les deux. Il n'est ni mi-cuit ni cru, parce que comme on le sait, le couscous doit être cuit 3 fois à la vapeur. Le couscous tamzouarut, mi-cuit, mi-cru, c'est uniquement une fois. Il n'est ni cru ni cuit. Il est mangé les deux mains jointes, comme ça. C'est-à-dire ni avec la main gauche, ni avec la main droite. Donc il y a négation des deux. Il vient entre les deux. C'est-à-dire, on sacrifie les sugar, 1 heure, 1 heure et demie, il y a la personne qui apporte le plat, le plat, le plat, et puis il te donne comme ça, et puis tu prends également comme ça, et tu manges. Et lorsque je l'ai mangé à la vallée de Sidi Fers, j'ai noté, je me suis senti comme un animal. Parce que je ne mangeais pas comme ça. Oui, bien sûr. Donc, les animaux mangent comme ça. Donc, ils n'ont pas de main.
Et je me suis senti en tant qu'animal, qui était une impression, qui n'est pas de l'ordre de l'analyse. Pas forcément rationnel, mais... Pas rationnel, bien sûr. Et donc, bon, en tout cas, pas méthodique, c'est une impression. Par la suite, ça c'est le schéma interprétatif. Quand je parle de représentation, de ma'rouf, quand je parle de mon approche au ma'rouf comme un texte, comme un discours sur la société et sur le monde, c'est ça mon approche. L'approche structurelle, c'est un peu ça. Alors, que dit le ma'rouf sur les jnoun? Que dit le ma'rouf sur la communauté? Il dit tout simplement, j'exagère, il dit il y a la communauté, la jma'a, il est du côté, on va dire, de la culture, la droite, c'est le côté de la culture, c'est la main privilégiée de tous les gestes culturels, la parole et le salé. Le sel, c'est le symbole, pas uniquement ici, chez nos voisins au Moyen-Orient, le Aïch ou le Malh, etc. Le sel est le symbole du lien commun. Lorsque les Marocains et ailleurs te disent nous avons partagé le sel, nous avons partagé la nourriture, ça veut dire qu'il ne faudra pas s'en mentir, etc. Donc c'est un pacte, c'est un lien. Ça évite le conflit. Oui, ça évite des conflits, tu dois être sincère avec moi parce qu'on a partagé le sel. Le sel. En berbère également, quand tu partages le sel avec quelqu'un qui est le symbole de la nourriture. Alors, tu as la culture et tu as la nature. Les jnouns sont associés à la nature. Les jnouns, c'est le manque de parole, il n'y a pas de parole, c'est la gauche, et c'est la fadeur. La fadeur, c'est les gens. Enfin, c'est une cuisine fade, c'est une cuisine qui est naturelle. Il n'est pas encore de. Bien sûr. Et donc, il y a la première exposition, le premier schéma explicatif, interprétatif, c'est que le ma'rouf, en partie, est un discours sur la nature. Quels sont les éléments de la nature? Ça me faisait rappeler les Grecs à l'époque, parce que j'enseignais la pensée politique grecque à l'époque. Que les Grecs, pour observer la nature, ils observaient les animaux, d'où mon impression, et le bébé. Pour dire qu'est-ce que c'est que la nature, on ne va pas observer les humains qui sont socialisés, on va observer les bébés qui n'est pas socialisé encore, pour dire, bon, voilà ce que c'est que naturel chez les humains, ou observer les animaux pour dire, voilà, s'il y a l'instinct de survie chez les animaux et chez nous, bon, c'est l'instinct de survie, etc. Ce qui est comparable. Et là, ils le disent bien sûr pas de façon explicite, parce que le rituel n'est jamais explicite. Le rituel, c'est un discours implicite, mais un discours implicite sur des concepts très abstraits qui sont les concepts de la nature et de la culture. Donc, la force des rituels, c'est que même les gens, on va dire illettrés, analphabètes, les sociétés sans écriture, etc., peuvent appréhender des concepts abstraits. Si abstraits comme le sont le concept de culture et de nature. Mais on va les approcher, comme l'a approché Claude Lévi-Strauss, avec la viande crue, la viande pourrie, la viande cuite, etc. etc. Ça, c'est quelque chose qui atténue un peu mon angoisse, ce schéma, lorsque ce schéma se construit petit à petit. Et tu rajoutes, et tu découvres la task sur Tamzouaro, et tu te dis, bon, ça c'est au milieu, c'est entre les deux, c'est ambigu. C'est manger avec les deux mains, etc. La deuxième opposition, qui est également importante, c'est l'opposition entre le privé et le collectif et le communautaire. Ça veut dire qu'il y a un repas qui est sacré. Un repas sacré, c'est le repas qui est consommé par la communauté. Il y a un repas qui est profane. Ils ne vont pas utiliser profane. Ils ont d'autres manières pour opposer le privé. Je vais donner un exemple. Le repas privé et le repas communautaire. Donc le repas communautaire, il est sacré. On dit, comme ça, de façon métaphorique, qu'il reste une année dans le ventre. Un autre élément qui est beaucoup plus positif, c'est que
le bois du cimetière est utilisé dans la cuisson du marouf. Le bois du cimetière est utilisé pour chauffer les eaux des ablutions à la mosquée. Mais il est interdit pour le foyer privé. Ah, il faut que ce soit collectif, et utilité collective. Oui, donc voilà un élément qui est sacré, parce que d'abord c'est lié au cimetière, qui est un espace sacré, qui n'est pas un espace comme tous les espaces. Donc quand on rentre dans un cimetière, il y a un certain respect, il y a une certaine réserve à manifester. Le même bois, il est utilisé pour le repas sacré, utilisé pour la mosquée, qui est un espace sacré par excellence, mais ce même bois est interdit, il est tabou pour la cuisine privée. Donc finalement, le ma'rouf, la définition du ma'rouf, au sens strict du terme, c'est une consommation d'un repas en dehors de l'espace privé. La sacralité de ce repas vient du fait qu'il n'est pas consommé en privé. Vous pouvez consommer, bien sûr, il y a d'autres repas qui sont consommés, pas en communauté, mais collectivement. Les noces, les gens mangent, mais bon, les noces, c'est pas un repas sacré, c'est pas représenté comme un repas sacré. Il y a plusieurs disons, cérémonies où les gens se rassemblent pour manger, mais c'est toujours un repas, on va dire, profane. Et donc, la sacralité du ma'rouf vient du fait que ce n'est pas le caractère privé qui prime, parce que même dans les noces, c'est le caractère privé. Il faut que tu sois invité pour assister à des noces. Pour le ma'rouf, tu n'es pas obligé d'être invité. C'est tout le monde. C'est collectif. C'est collectif. Un passager, un étranger, n'importe qui, moi, etc. Moi, je ne peux pas aller dans des noces si on ne m'invite pas. Donc, il y a deux oppositions, culture et nature, et privé et collectif, qui structurent un peu le ma'rouf. Et donc, l'approche, qui était l'approche dès le début, que m'a inspiré Claude Lévi-Strauss, Edmond Leach, Victor Turner et d'autres, c'est d'approcher le rituel comme un texte, comme un discours, comme un système de symboles, comme un magasin d'informations sur la société, sur la femme, sur le foyer. Vous voyez, donc quand on parle le foyer, il est profane, la femme, il est du côté des genoux, l'homme, il est du côté de la nature, etc. Donc ce schéma interprétatif, bien sûr, il a été progressif, mais je peux pas vous dire combien l'angoisse était un peu prégnante, poignante, la première année, ou même les 2 premières années, y compris le terrain. Donc voilà. Est-ce que l'angoisse s'installe plus le moment de ne pas comprendre le rituel en soi, ou bien quand tu tentes de passer à la phase interprétative, ça veut dire ce que tu appelles le schéma interprétatif, que tu dois faire dégager le sens de l'observation. C'est les deux. Il y a toujours une compréhension partielle de quelque chose. Je reviens toujours dans mes carnets de notes pour dire j'interprète partiellement ceci, j'ai compris partiellement cela. Il y a cette progression. Mais le schéma interprétatif, qui va devenir l'interprétation du ma'rouf, c'est l'ensemble. C'est recoller les morceaux. Par exemple, à une demi-heure des Zayt Mizan, il y a un village à Garsiwal, en aval, qui célébrait un repas commun entre les hommes uniquement, chaque vendredi, qu'ils appellent tour de rôle. Tawala, alternance. Tour de rôle. Donc, ils sont une douzaine ou une quinzaine de chefs de foyer. Donc, chaque vendredi, un chef de foyer qui organise aux autres. Donc, moi, avec mon approche comparative, je me suis dit, même si on l'appelle Tawala, on l'appelle pas Ma'rouf, j'y vais. Même ça peut apporter quelque chose. Voilà, ça peut apporter. Donc pourquoi, etc. Pourquoi tel village sans le besoin de manger en commun? Parce que tout ça, c'est comment manger en commun, comment créer une communauté à travers des symboles, à travers des repas communs, etc. Donc j'y étais plusieurs fois.
Et à un moment, il y avait le frère qui disait bah, maintenant ils veulent tout interdire, donc c'est un anti-réformiste. Hein. D'accord. Ils veulent tout interdire, mais il n'y a pas de mal à ce qu'on se réunisse, c'est de ma'rouf, et puis c'est de sadaqa, etc. Et donc il commençait à justifier. Et l'autre, qui était notre hôte, m'a dit en berbère Hati le ma'rouf ayad. Ça, c'est le ma'rouf. Marouf. Donc moi, ce que je présupposais de façon méthodique, comparative, et je dis il y a un lien entre les deux, lui, il l'a créé pour moi. Tout simplement. Il l'a nommé. Ça, c'est le ma'rouf. Intéressant. Et donc, ces petites choses comme ça, à chaque fois, tu bouges. Et donc, les deux, il y a une compréhension. Bien sûr, lorsqu'une personne te parle, tu comprends ce qu'il dit. Bon, quand je ne comprends pas, je lui demande encore d'expliciter, d'expliquer, etc. Mais il y a cette compréhension partielle de voilà pourquoi on met le sel, et puis quand je vais lire chez Laoust, lorsque le paysan, après les moissons, après le vannage, il construit ce tas de grains, il met du fer et du sel. Je le lis chez Laoust, donc il n'y a pas que le terrain, donc j'ai lu un peu l'ethnographie sur le Maroc, etc. Et donc ça m'aide un peu à comprendre, mais à comprendre de façon progressive. Les morceaux du puzzle, et c'est au moment où l'image, même s'il n'est pas complète, du puzzle apparaît un peu, que l'angoisse est relativement atténuée, mais parce que l'angoisse, c'est même l'écriture, même la rédaction, etc. Donc ça continue. Donc voilà un peu l'objet. Donc j'ai soutenu en 1986. Donc le terrain a duré 1 année et demie. La rédaction, comme je le dis toujours, donc elle commence dès le début. Donc il n'y a pas même la rédaction finale a pris quelque chose en 14 mois. Donc j'ai bouclé tout en 4 ans. En 4 ans, mais bon, en 4 ans, c'est 14 heures, 16 heures de travail par jour. Donc c'est pas. Très bien. Voilà, c'est Aziz.